Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une disparition, la disparition la plus connue sur YouTube apparemment, selon les sources que j'ai pu trouver sur internet. C'est une histoire que j'ai trouvé vraiment super intéressante parce que dans cette disparition là, on a en vidéo à notre disposition les derniers moments où on a vu le disparu en vie. C'est une histoire qui a beaucoup été racontée sur YouTube, il y a plein de vidéos sur le sujet, mais est-ce que moi j'en ai fait une? Donc j'avais envie de le faire, parce que quand je suis tombé dessus, c'est une histoire qui m'a beaucoup intéressé, j'espère qu'elle vous plaira, que vous prendrez plaisir à la découvrir ou à la redécouvrir si certains la connaissent. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, n'hésitez également pas à faire un petit tour sur Instagram. Mon Insta est juste ici où le lien est dans la description, n'hésitez pas à follow, vous êtes de plus en plus à rejoindre et ça fait grave plaisir de voir que vous êtes friands de mes petites aventures YouTube hors caméra. Pour ceux qui ne le savent pas, des fois je demande, on va dire, votre avis sur les sujets de vidéo, sur ce que je pourrais faire et puis je le fais derrière. Mesdames et messieurs, si vous êtes bien installés, je vous invite à découvrir avec moi ou à redécouvrir la disparition de Lars Mittank. Lars Mittank est né le 9 février 1986 à Berlin. Si vous êtes nul en géographie, laissez-moi vous dire que c'est en Allemagne. Ja, ich spreche Deutsch. J'ai pas touché l'allemand depuis le lycée, ok? Il a grandi dans la ville d'Itzeo. Je suis pas sûr de la prononciation, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a grandi dans cette ville pendant toute sa vie. En tout cas une partie de sa vie parce qu'au bout d'un moment, et c'est le sujet de la vidéo, il a disparu. Il travaillait dans une centrale électrique, il avait des amis, une petite amie, et après que son père ait eu un accident vasculaire cérébral, il aidait ses parents, après son travail, chez eux, pour s'occuper de diverses tâches. C'était quelqu'un de décrit comme plutôt sympathique, vraiment quelqu'un de normal qui n'avait pas de problème particulier, rien du tout. C'est important de préciser cet aspect-là, justement essayer de comprendre pourquoi ce jeune homme a disparu. Alors âgé de 28 ans, le 30 juin 2014, Lars s'est rendu avec des amis, au nombre de 5, dans la ville de Varna en Bulgarie. C'était la première fois que lui voyageait en dehors de l'Allemagne, c'était une grande première pour lui, donc ça aurait dû être un voyage où il allait découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres personnes, et finalement ça s'est terminé d'une manière assez particulière. Le voyage en soi s'est bien passé, Lars et ses amis ont passé leur temps dans une station balnéaire, et la seule chose, on va dire, qui sortait un peu de l'ordinaire, c'est que Lars ne mangeait pas beaucoup. C'est le 6 juillet 2014 que là, quelque chose va se passer qui pourrait avoir un lien avec la disparition de notre sujet. On est la veille du retour en Allemagne. Lars et ses amis, pour fêter la fin de leur voyage qui s'est bien passé, passent la soirée dans un bar, et Lars se dispute avec d'autres Allemands à propos de football, après avoir bu quelques verres. Pour vous faire une petite comparaison, alors je suis pas un fan de foot, donc je sais pas si on va dire la comparaison d'actualité, mais c'est comme si des fans du PSG rencontraient des fans de l'OM, et que les deux groupes étaient alcoolisés, du coup, ça frite. Après cette altercation, Lars s'est séparé de ses amis, et il a disparu pendant la nuit. Mais c'est pas là qu'il a disparu pour toujours. Parce que le lendemain matin, il est revenu à la station balnéaire, là où il logeait avec ses amis, et il a dit qu'il avait été pris à partie par 4 individus, qui apparemment avaient été embauchés par les autres fans de foot, ceux avec qui Lars s'était avant embrouillé. Sauf que il s'est pas fait prendre à partie dans le sens où on lui a dit, frérot, calme-toi. Non, il s'est vraiment fait battre, il a reçu des coups assez violents, qui ont touché sa mâchoire, mais qui ont également causé une rupture des tympans. Ses amis évidemment inquiets l'ont emmené voir un médecin, et le médecin a diagnostiqué un peu le cas de Lars, et il a dit « Mon jeune ami, tu ne devrais pas prendre l'avion ». Normalement, ce jour-là, le jour où Lars est allé voir le médecin, il devait rentrer en Allemagne, donc là, problème, qu'est-ce qu'on fait? Les amis de Lars veulent rester avec lui, mais lui dit « Vous inquiétez pas les gars, suivez le plan qu'on avait établi, rentrez en Allemagne, moi je me remets et j'arrive ». Les amis acceptent, et ils repartent. Il devait rejoindre ses amis très rapidement, il allait pas rester une semaine de plus, c'était vraiment l'affaire d'une journée. Donc Lars a quitté la station balnéaire avec ses amis, ils ont fait le check-out comme il était convenu, et plutôt que de lui prendre l'avion, il s'est enregistré dans un hôtel pour une nuit. C'était un hôtel pas luxueux du tout, c'était un truc plutôt bon marché, vous savez le type d'hôtel qu'on peut avoir en face de gare ou d'aéroport pour les voyageurs, pour qu'ils soient vraiment à proximité et qu'ils puissent prendre leur train ou leur avion rapidement. Là c'est ce qu'il avait fait, pour lui, il allait rentrer chez lui tranquillement le lendemain, il s'est dit je vais pas aller prendre un hôtel en ville, je reste à côté de l'aéroport comme ça, affaire réglée. C'est là que tout va changer.
Les amis de Lars ne sont plus là, et à partir du moment où ils partent, Lars change de comportement. Il commence à agir de manière totalement paranoïaque. Alors qu'il est à l'hôtel, il a appelé sa mère Sandra, et au téléphone, il avait l'air totalement paniqué. Il était persuadé qu'il était suivi, et que des gens essayaient de le voler et de le tuer. Donc Lars donne des instructions à sa mère, il dit « Bloque mes cartes de crédit. J'ai mon billet d'avion, j'ai pas besoin d'acheter d'autre chose, bloque mes cartes, comme ça si on me les vole, personne ne pourra les utiliser. » Lars a été filmé par des caméras de sécurité de l'hôtel, ayant ce fameux comportement paranoïaque. On le voit faire les 100 pas, on le voit regarder par la fenêtre, se cacher dans l'ascenseur, et à un moment donné, on le voit quitter l'hôtel pendant 1 heure et revenir. Et ce qui est flou, c'est que pendant ces 1 heure, on ne sait pas ce qu'il a fait. En plus, il a quitté l'hôtel pendant la nuit à 1 heure du matin. Donc si jamais tu penses être poursuivi, que tu es recherché pour être assassiné, c'est pas le meilleur move. Donc pourquoi avoir fait ça? Le lendemain matin, Lars rappelle sa mère, Sandra, et là il dit que les hommes qui sont à sa recherche se rapprochent de lui. Et c'est là qu'on va avoir les derniers moments de Lars. Il est vu à l'aéroport, prêt à prendre son avion, il a ses bagages avec lui, le 8 juillet 2014. Il prévient sa mère qu'il est bien arrivé à l'aéroport, et juste pour s'assurer que tout va bien, il va consulter un médecin qui se trouve dans l'aéroport pour voir si ses blessures se remettent bien. Le médecin, qui a été interrogé plus tard après sa disparition, a dit que Lars avait l'air nerveux, très agité, mais bien que le médecin ait remarqué tout ça, il lui a dit « Tranquille, tu peux prendre l'avion, c'est bon, il n'y a plus aucun problème. » Et plutôt que d'être heureux de pouvoir rentrer chez lui, Lars est resté dans le bureau du médecin et a émis des doutes concernant les médicaments qu'on lui a donnés la veille pour ses blessures. Alors qu'il était en train de parler avec le médecin, d'un coup, Lars a commencé à trembler et il a dit « Je ne veux pas mourir ici, je dois partir. » Et c'est là qu'on a des images qui montrent clairement quelque chose de fou car on ne le comprend pas. Lars s'enfuit de l'aéroport. Il ne prend pas ses affaires, il part comme s'il avait la mort aux trousses. Derrière lui, il a donc ses bagages, son portefeuille, son téléphone, et il fuit. Il quitte l'aéroport, on le voit escalader une clôture et ensuite courir vers une forêt. Et cet enregistrement montre les derniers moments. On a vu Lars en vie. L'histoire sur le papier, elle est finie. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de découverte macabre ou quoi que ce soit. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il est mort? Personne ne le sait. Évidemment, ce genre de disparition, ça fait parler. On cherche à retrouver le disparu. Il y a des théories qui sont mises sur le papier par des personnes qui se sont intéressées à cette disparition, mais également des théories mises sur la table par des proches de Lars qui le connaissent. Et comme je vous l'ai dit au début de l'histoire de Lars était considéré comme quelqu'un de normal qui n'avait aucun problème. Donc les proches ont tendance à penser que cette attitude paranoïaque qui a touché Lars et qui est venue après en soi sa prise de médicaments est peut-être un effet secondaire des médicaments qu'il a pris. On s'interroge donc sur les médicaments qu'on a prescrits et effectivement de ce côté-là on trouve quelques informations. Il y a un des médicaments qui aurait pour effet secondaire de causer des vertiges, des hallucinations mais également de la paranoïa. Donc on peut se dire que potentiellement Lars a mal réagi aux médicaments qu'on lui a prescrits. En plus de ça, lié à un stress post-traumatique du fait de sa prise à partie, quand il s'est fait taper par un groupe de personnes pendant la nuit, eh bien on peut se dire que le cumul de ces deux choses ont causé son comportement bizarre et sa fuite. Mais vous savez, le corps au bout d'un moment, il est censé éliminer un petit peu les organismes étrangers, par exemple les médicaments qui étaient là pour atténuer la douleur, soulager Lars des blessures qu'il avait, eh bien auraient dû voir leurs effets s'estomper. Donc Lars Mittank au bout d'un moment aurait dû reprendre ses esprits et à ce moment-là on suppose qu'il aurait pu essayer de trouver un moyen de contacter sa famille. Lars était considéré comme quelqu'un de normal, dans sa famille il n'y avait personne qui avait ce type de comportement, clairement il n'y avait aucun antécédent, donc aucune cause génétique ne pouvait expliquer ce comportement. On a donc cette première théorie qui nous dit que les médicaments seraient la cause de ce comportement, ce serait possible sur le court terme mais pas sur le long terme. Une seconde théorie qu'on peut avoir, cette théorie qui est amenée par une question, c'est est-ce que Lars n'était pas en fait paranoïaque et disait bien la vérité, qu'il était bien suivi, pourchassé par des personnes qui lui voulaient du mal? Et si on prend cette théorie-là en compte et qu'on la considère comme vraie, là on tombe sur quelque chose de très problématique. Si on se plonge un peu plus dans cette théorie, on peut se dire que c'est potentiellement les personnes qui l'ont battu la nuit avant le départ de ses amis qui sont à sa recherche pour finir le travail. Et là où encore une fois on tombe dans une zone de flou, c'est que on ne sait pas, on n'a pas identifié en fait les personnes qui l'ont attaqué. Ce qui est également assez flou
ou en tout cas assez incohérent, c'est que ceux qui se sont intéressés à cette disparition pensent que ça semble un peu gros, que des gens, juste pour une histoire de désaccord sur du foot, payent d'autres personnes pour tabasser Lars. Sur le papier, certes c'est possible, mais ça semble assez extrême. Troisième théorie, c'est qu'on pense que Lars avait probablement un problème mental qui n'avait juste jamais été diagnostiqué et qui s'est révélé suite au fameux choc qu'il a eu, qui lui a causé un problème à la mâchoire et sa rupture de tympan. On remet pas forcément en cause le fait que il s'est fait tabasser ou pas, mais en tout cas le choc qu'il a subi a déverrouillé justement ce problème mental et c'est ça qui l'a rendu totalement schizophrène. Et cette schizophrénie lui faisait croire que, eh bien, il était poursuivi et que sa vie était en danger. Dernière théorie, celle-là est la plus sombre. Sombre parce que celle-là voudrait que Lars ait été victime d'un trafic d'humains. Apparemment, alors selon la source que j'utilise, la Bulgarie est un pays où il y a un taux de trafic d'humains assez élevé. Et certains habitants ainsi que les touristes seraient des victimes de ce trafic d'humains. Les personnes qui rentrent dans ce réseau contre leur gré deviennent des prostituées, deviennent des variables dans des trafics de drogue, ou alors ils sont carrément utilisés comme esclaves. Certains sont même tués pour qu'on puisse récupérer leurs organes et ensuite les revendre et faire du trafic d'organes. Donc cette théorie bien sombre voudrait que les personnes qui auraient attaqué Lars quand il s'est séparé de ce groupe d'amis au bar, les attaqués, faisaient partie d'un réseau de trafic d'humains, ou un trafic de drogue, un trafic d'organes, et qu'en fait ils voulaient s'en prendre à Lars pour, eh bien, soit vendre ses organes en le tuant d'abord, soit l'utiliser, peu importe, mais en tout cas le faire entrer dans quelque chose de très sordide. Lié à cela, une question se pose, c'est est-ce que Lars et ses amis étaient utilisés pour faire passer de la drogue en douce? Les bagages de Lars ont été fouillés, rien n'a été trouvé, mais les amis, eux, pas du tout. Donc peut-être qu'eux ont transporté quelque chose, mais ça semble encore une fois assez bancal comme théorie. On peut se dire également qu'il n'y avait que les amis de Lars qui transportaient de la drogue, et que lui, on lui avait imposé de rester en Bulgarie en guise en quelque sorte d'assurance. C'est-à-dire que si les amis ne faisaient pas ce qu'on leur avait demandé, les membres de ce trafic de drogue allaient tuer Lars pour dire vous n'avez pas respecté le contrat, on le tue, vous payez les conséquences. Ultime théorie, je crois que j'avais déjà dit dernière théorie, mais vous avez compris, parce que celle-là, on va dire, c'est un peu la théorie qu'on peut invoquer dans tous les cas de disparition. C'est la fameuse théorie de en fait la personne a planifié sa disparition et elle veut juste pas qu'on la retrouve. Là vous avez à peu près toutes les théories envisageables concernant cette disparition. Libre à vous de débattre en commentaire sur laquelle est la plus probable, et peut-être que vous-même en découvrant cette histoire vous en avez d'autres, mais il y a un espoir qui subsiste. Parce qu'en 2019, un chauffeur de camion a dit avoir transporté quelqu'un qui faisait du stop, et c'est plus tard, en ayant eu vent de la disparition, que l'homme pense que l'autostoppeur qu'il a pris était Lars Mittank, parce qu'il y avait une forte ressemblance. L'homme qui l'a transporté semblait juste plus âgé, il avait les cheveux plus longs, il avait également une barbe. Forcément, la disparition ayant eu lieu en 2014 et ce chauffeur de camion ayant rencontré potentiellement Lars en 2019, c'est sûr que Lars, là, physiquement, il allait un peu changer. Et il y a eu également, suite à cela, plusieurs signalements de personnes qui disent avoir aperçu Lars Mittank ici et là, dans divers endroits, non pas en Allemagne ou en Bulgarie, mais dans le monde. Il y aurait des centaines de personnes qui pensent avoir aperçu le disparu. Et ouais les amis, on en a fini pour cette disparition. Je trouve que c'est un cas vraiment très intéressant parce que on peut spéculer sur plein de théories différentes, mais dans les faits qu'on a, dans vraiment le concret, je trouve qu'on a des choses assez folles. Le truc, de toute manière, dans cette histoire-là qui est le plus effrayant parce qu'on ne le comprend pas, c'est la fameuse vidéo qui est vraiment très connue, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, où Lars Mittank prend la fuite de l'aéroport. Parce que quand on voit cette vidéo, on a tellement de questions qui nous viennent à l'esprit, c'est pourquoi, il va où, après cela qu'est-ce qu'il est devenu, et ce qui est frustrant c'est que ces questions-là, encore aujourd'hui, demeurent sans réponse. J'aurais adoré vous donner des réponses, mais malheureusement, on est dans la même situation que tout le monde, on n'en sait rien. On croise les doigts évidemment pour que Lars Mittank soit retrouvé, qu'il revienne vers sa famille, vers sa mère qui l'attend encore aujourd'hui, qui a encore beaucoup d'espoir de le retrouver vis-à-vis de différents témoignages qu'elle a pu avoir, les témoignages de personnes qui pensent l'avoir vu. On croise les doigts pour qu'il revienne et pour qu'on puisse comprendre enfin ce qui s'est passé.
N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos théories. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo pour me le faire savoir. N'hésitez également pas à vous abonner. N'hésitez pas à faire évoluer cette petite communauté qu'on a construite tous ensemble. Si vous voulez me suivre hors caméra, ça se passe sur Instagram qui s'affiche juste ici. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!